Salam alaikum, Azulfullaoun, bonsoir. La société algérienne, dans sa globalité, y compris ceux des siens qui ne sont plus au pays, qui vivent loin de leur pays d'origine, la société algérienne se distingue vraiment des autres sociétés humaines. Je sais combien une telle affirmation peut sembler osée, mais je vais essayer de m'expliquer. Alors, il faut d'abord préciser que sur un plan des valeurs, et de façon objective, nous ne sommes ni pires ni meilleurs que le reste du monde. Ni pire, ni meilleur. Sur un plan objectif. À contexte identique, nous sommes une société, un peuple comme il y en a tant dans le monde, avec en notre sein des individus qui pourraient figurer parmi les meilleurs ou les pires du monde. Nous avons de tout. Des masses grises, comme partout dans le monde, qui suivent le mouvement du moment, qui sont dans le conformisme ambiant, malléable, interchangeable, qui vont où va le vent, adaptables aux circonstances, sans autre revendication vraie, ni un tout autre idéal que de satisfaire à leurs besoins et ceux de leur famille. Hier, socialiste, aujourd'hui, islamiste, demain, n'importe quoi qui ait le vent en poupe. Comme toutes les sociétés dans tous les pays du monde, avec des caractéristiques et d'autres, des nuances et d'autres, selon l'influence plus ou moins active de facteurs ou d'autres, il en est de même en Algérie, selon des régions ou d'autres, selon les vicissitudes, les circonstances historiques, sociologiques, économiques, anthropologiques, voire climatiques, les populations peuvent avoir en effet telle ou telle caractéristique culturelle, sociétale, linguistique. Dans cette région, par exemple, relativement pauvre, surpeuplée, où les habitants ont dû émigrer en masse, à l'intérieur du pays comme à l'étranger, pour aller y chercher leur subsistance, la conscience politique se trouve être relativement élevée. À cause de ce brassage, justement, à cause de ces voyages, à cause de ces mouvements. La tendance à l'universalité y est plus prégnante. La capacité à l'organisation et à la contestation y est plus aiguë. Dans cette autre région, au sous-sol très riche, mais enclavé, très vaste, où les habitants sont disséminés, les mentalités y sont plutôt débonnaires, à la limite de l'indolence. Le conservatisme y est très fortement ancré et la contestation politique quasiment absente, malgré pourtant l'injustice économique hurlante subie par les populations de ces contrées. La très forte présence militaire dans cette région précisément n'est pourtant pas la seule explication à ce qui peut sembler du désengagement politique. Le Hirak et la différence des niveaux de mobilisation qui l'ont caractérisé, selon des régions et d'autres. Des régions où il était très fortement suivi et d'autres où la mobilisation est restée un temps soit peu timide, voire très timide, a posé question à de nombreux observateurs. Comment se sont-ils demandé une population nationale qui subit les mêmes conditions économiques, la même oppression, la même mafiocratie, la même corruption généralisée, la même injustice, dont la nation est menacée dans son existence même, comment cette société n'est-elle pas dans une même réaction, dans une même contestation, dans une même résistance aux mêmes oppresseurs? Eh bien sûr, comme de bien entendu,
ce ne sont pas les seuls observateurs qui se sont saisis de cette question, mais le régime aussi, bien sûr, à sa manière, pour exacerber les divisions, se saisir de cette aubaine pour monter les Algériens contre les autres, susciter le régionalisme chauvin, montrer la région la plus contestataire comme celle qui cherche à nuire au pays tout entier, alors qu'elle ne fait que contester pour tout le pays le même droit à la dignité et à l'honneur. J'imagine que vous devez vous demander où je veux aller avec de tels constats. Je rappelle que j'ai bien précisé au tout début de cette présentation que les Algériens sont un peuple comme tous les autres peuples du monde, avec les caractéristiques et les différences entre des individus et d'autres, des régions et d'autres, selon des conformations, des circonstances et d'autres qui distinguent les uns des autres. Mais peut-être faut-il revenir à un aspect très particulier de ce pays et qui a très fortement, très profondément marqué la personnalité algérienne, qui en a fait un peuple à part, qui continue de porter en sa mémoire vive des traumas qui n'ont jamais été soldés, des traumas qui traînent dans une très longue chaîne mémorielle, au point peut-être d'être passé dans nos gènes. Oui, il est très utile de rappeler, pour bien saisir toute la complexité sociétale, culturelle et politique de la société algérienne, que le mal profond qui nous affecte et qui se manifeste indubitablement dans nos attitudes, dans notre façon d'être, voire même dans certains de nos tics sociaux qui nous caractérisent, ce mal, ce traumatisme, ce très lourd passif ne nous vient pas seulement de ce que nous a fait subir ce régime prédateur depuis le premier jour de l'indépendance. Non, ce mal nous vient de beaucoup plus loin, de millénaires, non pas de siècles, de millénaires d'oppression, de colonisation, de pillage, d'esclavage, de rapine, de bannissement, de subversion. Nos ancêtres ont eu l'exorbitant privilège de vivre dans une contrée trop riche, trop vaste, où les populations n'ont pas su s'unir, où elles n'ont pas su faire face toutes ensemble à la convoitise des pillards et des soudards qui ont déferlé sur leurs terres. Et ce fut ainsi jusqu'à l'ultime occupation, la toute dernière, celle du colonialisme français, qui allait pourtant voir tous les opprimés de toute cette immense et généreuse terre s'unir dans un même élan libérateur. 132 longues années, jour après jour, jusqu'à la libération, jusqu'à l'avènement de la dignité et de l'honneur enfin retrouvés. Mais pas pour longtemps, malheureusement. Aujourd'hui, et au lendemain de la commémoration des massacres du 8 mai 1945, le moment est peut-être venu pour tous les Algériens, ce jeune et merveilleux peuple, né dans la lutte, né dans la souffrance, né dans le sens le plus noble du sacrifice, pour parachever, le moment est venu pour lui, pour parachever ce qu'ont entrepris ses ancêtres dans une longue et éperdue aspiration à la dignité. Le peuple algérien est définitivement formé, soudé à jamais, dans une nation indéfectible, parce que irriguée par des fleuves de sang. Il lui appartient aujourd'hui et désormais à ce peuple de se lever comme un seul homme pour être enfin digne de son destin.
La main tendue, oui, mais qui, quoi, pourquoi? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le vrai plaisir de recevoir Brahim Younsi, ancien cadre du MDA, analyste politique, ancien cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci de m'inviter de nouveau. Je vous salue. Je salue mes amis que je viens de voir à l'écran, Idir et Karim. Idir Onoren, en effet, analyste politique depuis Paris aussi. Idir, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, M. Benchnouf. Ravi aussi de vous retrouver et de retrouver mes deux complices, on va dire, Brahim et merci. Karim, et les téléspectatrices et téléspectateurs. Merci beaucoup. Karim Naït Ousliman, le Benjamin, j'allais dire, du Cénacle. Karim Naït Ousliman, analyste politique depuis Paris aussi. Merci d'être avec nous, Karim. Bonsoir Meldine, merci encore de l'invitation. Bonsoir aussi à mes deux très chers amis et très respectueux aînés d'Abrahim et d'Idir. Et je note aujourd'hui la note très très printemps de la couleur du t-shirt de Deidir. En effet. Un très Très joli rose bonbon et coiffé de... Mais il est passé par un maître coiffeur, ça se voit bien. Hein. Et un maître moustacheur, si on peut dire. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par le plus jeune aujourd'hui, Karim Naït Ousliman. Donc voilà, le régime, on ne sait même pas qui en fait, est-ce que c'est M. Tebboune, en tout cas c'est lui qui annonce, ou les gens qui sont derrière lui, ou les gens qui sont à côté de lui, ou on ne sait pas, tend la main mais particulièrement aux gens qui sont à l'étranger, au moment où à l'intérieur il n'y a pas de main tendue, au contraire, c'est toujours la même répression, les mêmes qui sont en prison, plus de 300 personnes, prisonniers politiques et détenus d'opinion. Donc on ne sait pas qui tend cette main, pourquoi faire, quels sont les objectifs réels et certainement inavoués. Est-ce que vous avez une idée sur cette question, sur ces questions, Karim Naït Ousliman? Ben écoutez, je pense que je ne vais pas m'attarder beaucoup sur le sérieux des initiatives qui émanent d'un régime mafieux et illégitime et manipulateur que les Algériens maintenant connaissent très bien. Mais je note quand même quelques éléments, par exemple, comme l'absence totale de clarté derrière cette initiative, rassembler et dire vouloir rassembler les Algériens, alors que effectivement, avant même d'essayer de tendre la main aux Algériens, il faut déjà savoir d'où est parti le problème. Donc il y a la question de la répression derrière. Je pense qu'il aurait fallu déjà commencer par des gestes d'apaisement d'abord, et des gestes d'apaisement d'abord pour régler l'origine de la question. Par exemple, déjà arrêter la répression, libérer tous les détenus, et surtout supprimer tout simplement l'article de loi, le 87 bis maintenant, qui est sinistrement connu des Algériens, qui est derrière toutes les poursuites actuellement des détenus politiques en Algérie. Moi, si vous remarquez, j'insiste sur le fait que ce sont des détenus politiques et non pas d'opinion. Donc ça aurait été déjà un premier pas. Et puis par la suite, essayer de voir avec les Algériens qui sont à l'étranger, déjà qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Donc il faut déjà un minimum de volonté, on va dire un gage de sérieux, d'authenticité. Donc déjà, rien que dans la démarche elle-même, on sent très bien on sent la frivolité, pour pas dire autre chose. Hein. Donc on sent déjà la fragilité et la frivolité de la démarche. Mais après, quand on fait une lecture politique approfondie par rapport à la situation actuelle, je pense que c'est une énième manipulation qui rentre dans le cadre global du système pour réellement mettre fin au Hirak. Il y a l'idée révolutionnaire de changement radical du système. Comment? Je vais être très très vite. La propagande du régime passe par 3 étapes. J'avais déjà à temps décrit quelques-unes de ces étapes. J'avais dit en premier, il y a très longtemps, que le régime va commencer par une étape où il va récupérer le discours
du Hirak, il va récupérer les idées du Hirak, et on l'a vu avec le Hirak al-Mubarak, avec le fait de prétendre que Tebboune est arrivé à Al-Mouradiya grâce au Hirak, par exemple, et des choses comme ça, et toute cette mascarade de l'Al-Jazair al-Jadida, la nouvelle Algérie et tout ça. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape aussi, c'était la diabolisation de tous les opposants, de toutes les figures principales, majeures et surtout radicales du Hirak, c'est-à-dire tout simplement tous les militants et militantes qui croient au changement radical du régime et qui pensent que la solution en Algérie doit passer par une étape de transition pour aller vers un changement radical du système et non pas un changement avec le système. Donc ça, c'était la deuxième étape. Et là, maintenant, on arrive à la troisième étape. La troisième étape, c'est tout simplement, j'avais commencé à parler de ça aussi avec vous, si vous vous souvenez, je disais à un certain moment que le régime va finir par faire supporter l'échec à son opposition pour se dégager de la responsabilité, c'est-à-dire là, quand on voit actuellement l'Algérie est dans une impasse politique, eh ben, le régime, en tendant la main, en se disant, regardez, moi je tends la main aux opposants, à tous les Algériens, c'est une manière de dire que le régime n'est pas radical et que la radicalité est donc le problème est du côté de ses opposants, et donc c'est une manière par la suite de permettre à ce régime de se proposer lui-même comme l'alternative à lui-même. C'est-à-dire le blocage dans lequel est actuellement l'Algérie, le régime se propose de le résoudre par lui-même, c'est-à-dire il tend une main pour qu'on le rejoigne. Et ça a été dit d'ailleurs par Goudjil, que les Algériens appellent le dinosaure, parce qu'il va bientôt avoir 100 ans quand même, et c'est le deuxième homme politique en Algérie, institutionnellement parlant. Donc, il dit qu'il faut maintenant mettre la main dans la main avec Tebboune, et il faut soutenir Tebboune. C'est-à-dire la solution pour le blocage dont le système est responsable maintenant, c'est d'aller accepter de mettre la main dans la main du président désigné par ce même système. Donc vous voyez où la supercherie réside. Et alors, pour rajouter un peu à toute cette, j'allais dire, je ne sais pas, j'hésite entre dire hystérie ou schizophrénie. Écoutez ce que dit le général Mjahed, le général à la retraite Mjahed, directeur de l'Institut national des études stratégiques globales. Écoutez bien ce qu'il dit, hein, c'est très fort de café, parce que lui, dans sa tête, peut-être qu'il a voulu passer la pommade au régime, le flatter, le vanter, mais écoutez ce qu'il dit. Hein. Il dit « L'Algérie et l'Égypte, deux modèles de réussite dans la lutte contre le terrorisme. » Et je ne fais pas de commentaires. Alors, Idir Nouren, avant de vous donner la parole, j'aimerais vous... Puisque Karim nous est en train de nous dire, Tebboune qui va recevoir l'opposition, qui tend la main à l'opposition. Voilà ce que Tebboune considère comme étant l'opposition et qu'il vient de recevoir cet après-midi. Deux chefs de partis qui se disent des partis de l'opposition. Hein. Là, nous le voyons en présence de M. Benguerina et dans l'autre photo, M. Sofiane Gilali. Voilà. Voilà M. Tebboune qui reçoit l'opposition. On se demande si c'est à ces gens qu'il tend la main, pourquoi perdre autant de temps? Ils sont tout le temps chez lui. Idir Nouren. Ou du moins, il déplore de ne pas être tout le temps chez lui. Eux, ils voudraient bien. Idir Nouren. D'abord, je tiens à saluer la mémoire de M. Boumazal, l'un des bons fondateurs de la Fondation 8 mai 45, et je passe le bonjour à M. Makhlouf Aouli, qui a été longtemps son secrétaire général. Ils ont essayé de faire bouger les choses, et Brahim en sait beaucoup sur cette histoire. Il pourra en parler quand il le souhaitera, et tout simplement à avoir une pensée pour tous ces drames qu'ont vécu le peuple algérien. Ceci dit, la main tendue de M. Tebboune, elle arrive à un moment où le pays entier est en panne. Il est en panne d'idées, il est en panne de projets, il y a une précarité, une situation économique catastrophique, une situation financière catastrophique, des relations sociales qui se tendent. Enfin, nous sommes un pays qui sommes à l'arrêt, c'est-à-dire à l'arrêt total. On a l'impression qu'on est dans un espace-temps qui n'a plus de valeur matérielle.
il tend la main. Beaucoup de nos concitoyens pensaient qu'il tendait la main à l'opposition qui est à l'extérieur, certains mouvements, certains blogueurs, on va dire, militants. Mais il n'en est pas question, c'est pas de ça. Le système et le pouvoir incarné par M. Tebboune a compris qu'il n'a même pas su acheter une opposition à l'intérieur du pays. C'est de cette opposition-là dont parle M. Tebboune. Et d'ailleurs, sur l'éditorial d'El Jaish, et surtout dans le billet qui est à la page 74 d'El Jaish, où le billet il est lourd de sens, je veux dire, il qualifie de traîtres à la fois le mouvement Al-Assad et le mouvement du MAC, et de toute cette opposition qui a vendu son âme au diable du Marseille. Donc cette main tendue, elle arrive à un moment où le président est esseulé. Il n'a pas de parti politique. Il n'a pas d'une société civile qui anime. Il n'y a pas de projet politique, il n'y a pas de projet économique, il n'y a absolument rien. Cette main tendue ne servira en fait qu'à recevoir des personnes d'abord qui n'ont aucun ancrage sur la société, aucune influence sur la société. Ça, c'est le premier élément. Donc, c'est peine perdue. Le deuxième élément, c'est que dans la situation dans laquelle se trouve notre pays, nos concitoyens, ce n'est pas la bonne méthode. Ce n'est pas la bonne méthode. Dans la dépêche de l'APS qui nous faisait croire que M. Tebboune a été le premier président à être élu démocratiquement et que c'est la première fois que l'Algérie a fait ce qu'on peut appeler une alternance démocratique sérieuse. Mais de qui se moque-t-on ? Tous ces éléments de langage, ces poncifs éculés, renvoient à une conception de faire de la politique d'abord du siècle dernier, et le commandement militaire compris. Quand le commandement militaire dit il faut aller à la convergence et consolider le front interne, d'abord ça acte une chose, c'est qu'ils ont pris conscience que le front interne était instable. Mais comment redonner goût aux Algériens de s'intéresser, pas simplement à la politique, mais de s'intéresser à la vie citoyenne, c'est le vaste programme qu'attend l'opposition. Mais ce n'est pas simplement ça. Vous savez, en politique, en règle générale, c'est le plus petit qui tend la main vers le plus fort. Soit dans des intérêts électoraux, soit dans des intérêts d'accords électoraux aussi, soit dans une plateforme politique qu'ils seraient à même de décliner ensemble s'ils arrivaient au pouvoir. Or là, c'est le pouvoir qui donne cette initiative. Moi, je me rappelle de l'opposition au moment du Hirak. L'opposition a demandé des signes d'ouverture sérieux. Mais avec qui discuter? Si on reste dans la cohérence politique, avec un président que l'ensemble de l'opposition et l'ensemble du peuple du Hirak considèrent comme illégitime. Un référendum qui est passé à 8-9%, considéré comme illégitime, et qui a donné les pleins pouvoirs à l'armée dans son fameux article 30, dans son alinéa 4. Et dans toutes ces questions, c'est tout le périmètre dans lequel nous évoluons qui est chrysogène. C'est pour ça que la transition s'impose, elle est impérative. Évidemment, il faut y aller de manière apaisée, il faut y aller de manière sérieuse et de manière responsable. Voilà. Brahim Younsi, même question pour un même tour de micro. Mais si vous me le permettez, je vais juste apporter de nouveaux éléments ou des éléments sur ce que a dit mon ami Idir. Bien entendu, j'ai bien connu Bachir Boumazal, Allah yarhamou. J'ai connu Makhlouf Aouli aussi. Mais sur la question de la fondation du mai 45, il est vrai que Bachir, Allah yarhamou, et Makhlouf étaient venus nous voir. Ton parent, mon cher Idir, Mourad Bousdir, qui était un anti-bembeliste, j'allais dire, irréductible, mais j'ai réussi à le repas, à faire de lui un bembeliste, mais en tout cas, il avait fini par comprendre certaines choses. C'est Mourad Bousdir qui avait eu l'idée, pour rendre à César ce qui est à César, l'idée de la fondation du mai 45, parce que Bachir Makhlouf était venu nous voir, Mourad et moi, pour nous proposer de créer une association que Bachir avait appelée les 3D, c'est-à-dire dialogue, démocratie, développement. Or, nous leur avons vendu le projet de la fondation du mai 45,
qui a fini par voir le jour, mais hélas, qui n'agit plus. Je rends, à cette occasion, je rends hommage, bien entendu, comme vous l'avez fait tous, aux martyrs du mai 45, de Kharata, de Steve, de Guelma, de Zaïda et d'autres villes d'Algérie. Et vous avez parlé, c'est Jamal tout à l'heure, bien que je vous entendais très mal, de mémoire vive. Et le peuple doit avoir en effet une mémoire vive, très vive, parce que un peuple, et c'était la devise du mai 45, et cette devise, et de Morad Ouzdir, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Or, effectivement, nous avons été, qu'on le veuille ou non, un peuple quasiment sans mémoire. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas, ou nous avons perdu l'avenir. Si vous me permettez, parce que vous parlez de la main tendue, ça dépend à quel degré. Mais quand on parle de main tendue, on parle en quelque sorte de cordes dans la maison d'un pendu. Parce que des mains tendues, nous en avons eu, et j'en ai vécu personnellement dans l'opposition, une soi-disant main tendue. Parce que après les journées d'octobre 88, immédiatement après, peut-être vers le 15 octobre, les services de renseignement envoient un commandant à Paris pour rencontrer des opposants, et notamment les opposants bembelistes, parce qu'il y avait eu une crise dans le MDA à ce moment-là, et il voulait rencontrer essentiellement les opposants du MDA, mais il avait vu aussi certains opposants du FFS et surtout des opposants du PRS. Et le commandant qui était venu pour vendre ce qui était pour moi invendable, c'est une conférence nationale pour le 1er novembre, alors que personne ne l'avait annoncé. Mais le pseudo qu'avait pris ce commandant était tout un programme, parce qu'il portait le pseudonyme de Mftah. Vous pensez bien, ouvrir les portes. Et d'ailleurs, à ceux qui sont rentrés, il faut que je dise que je suis le seul à ne pas être tombé dans ce piège, à ne pas être rentré. Et puis, bien après, j'ai reçu vraiment des tonnes de boue. Mais simplement, comme dirait Robert Lamoureux dans sa chanson, le canard est toujours vivant. Et il a vendu un projet relaté. Et quand il avait promis monts et merveilles à ceux qui étaient rentrés, pourtant certains d'entre eux étaient des opposants chevronnés, il faut le dire. Certains étaient des opposants, qui étaient bembelistes, qui avaient suivi Bembela, et qui en 1965 sont entrés dans l'opposition. D'autres qui étaient dans l'opposition depuis 1963-64 et qui avaient rejoint Boudiaf dans le PRS et qui sont rentrés malheureusement dans cette aventure qui était une aventure. On leur avait promis de les laisser s'exprimer, etc. Mais quand ils sont arrivés à l'aéroport d'Alger, M. Mefter qui a ouvert la porte les avait confiés à un autre service qui s'en était bien occupé, c'est-à-dire qu'il les a complètement enfermés dans les hôtels qu'ils occupaient. C'est dire que cette main tendue est un piège, mais elle s'adresse d'abord, à mon sens, passez-moi l'expression, et nous les avons vus, et je le dis de façon claire, s'adresse aux chiens sans collier. Et elle s'adresse aussi, cette main tendue, à ceux qui s'inventent et qui se racontent pour exister. C'est à cela que ce pouvoir s'adresse. Nous allons en parler, Brahim Younsi. Alors, avant de faire un autre tour de micro, que j'aimerais un peu plus dynamique maintenant pour pouvoir avancer. Alors,
nous allons écouter M. Tebboune et sa façon de voir l'opposition avec laquelle il tente aujourd'hui de se réconcilier, à laquelle il tend la main, comme on dit, et où on se demande ce qu'il y a au bout de la main, s'il n'y aurait pas un bâton, s'il n'y aurait pas quelque chose de pire. Écoutons M. Tebboune. الوحدة الوطنية نستعمل معاه كل الوسائل يخلصها غالية ولورا يهدر من بعيد اشتراك الفم من بعيد يجي الوقت وين يخلص الوحدة الوطنية شيء مقدس 1,500,000 شهيد استشهدوا على الوحدة شراك الفم من بعيد ويجي اليوم وين يخلص. Les paroles restent. C'est contrairement à ce qu'on disait avant, les paroles s'envolent, les écrits restent. Aujourd'hui, les paroles restent. Mais nous allons écouter aussi M. Tebboune. Karim Naït Ousliman, en vous priant de faire des tours de micro un peu plus rapides, un peu plus dynamiques. Karim, alors le titre de cette émission, donc qui, quoi, pourquoi. D'abord, qui est à l'origine, selon vous, de cette initiative dont on ne sait même pas comment elle se fait, qui la décide, qui la coordonne et ce à quoi elle vise. Surtout, nous allons y arriver. Mais d'abord, d'après vous, qui serait derrière, Karim? Je pense que si on reprend l'idée qui dit qu'il y a encore des clans dans le système algérien, on voit très bien que le clan présidentiel, comme l'a relevé tout à l'heure Dayidir, est un peu esselé. Et on voit qu'il est faible et qu'il n'a pas le contrôle total des appareils de l'État. Je vous donne un exemple, par exemple, l'affaire, par exemple, les détenus politiques. On voit que de temps en temps, il libère quelques-uns, mais il n'arrive pas aussi à libérer l'ensemble de ces détenus. Et même sur d'autres dossiers, quand on voit par exemple ces dossiers à l'international, on voit par exemple le décalage qui existe entre le discours de Tebboune et de son ministre des Affaires étrangères, la Mamra pour ne pas le citer. Donc on voit tout ça et on se dit que cette initiative émanerait peut-être de ce clan qui on le sait déjà, se prépare pour un deuxième mandat et donc veut, soi-disant, tendre la main à l'opposition, essayer de rassembler le maximum de khobzistes et d'arrivistes autour de lui pour essayer de reprendre un peu de légitimité, parce qu'on sait très bien que le plus grand problème de ce système entier, mais surtout de leur homme de paille, qui est Tebboune, c'est le problème de la légitimité. C'est-à-dire tout le monde sait que les Algériens n'ont pas élu Tebboune. Le jour de son élection, qu'il y avait des centaines de milliers d'Algériens qui manifestaient dans les rues. Donc voilà, c'est une démarche d'un président esselé, très très affaibli à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Très bien. Karim qui nous dit que ça pourrait être l'initiative peut-être du milieu présidentiel, comme on dit aujourd'hui, président et les gens de plus en plus forts qui l'entourent, dont certains ont des passerelles avec les services de sécurité, avec l'état-major. Mais il semble que Karim nous dit esselé,
fragilisé, mais il semble que ce soit le cas de tout le monde, des services qui étaient le pilier de ce qu'on disait avant l'État profond, le fameux DRS, et qui n'existe quasiment plus qu'en l'État larvaire, sans véritable coordination entre les différents groupes. Un chef d'état-major, je vais vous lire une phrase qui a été reprise par El Jish, qui va vous donner une idée du personnage et de la puissance supposée qu'on lui prête. Écoutez bien et demandez-vous si dire de telles choses puisse provenir d'une personne qui a de l'assurance, de la certitude, qui est puissante. Je cite M. Shengriha à travers la revue El Jish. La trahison est devenue un point de vue, l'abandon d'un ami dans l'épreuve de l'élégance et de l'intimidation avec l'aide de l'ennemi à l'encontre du frère et de l'ami, une politique sage. Fin de citation. Alors, selon vous, qui est derrière cette histoire, avant d'en arriver à pourquoi, quoi et en quoi ça consiste? Moi, je l'avais dit il y a très longtemps de ça, et je me semble que c'était en juin 2020 ou 2020, où j'avais déjà anticipé sur l'élargissement de M. Nazar et de M. Toufir. Actuellement, le pouvoir nous met des petits cailloux. Moi, je ne vois pas dans la main tendue, vu l'état de l'opposition aujourd'hui en Algérie, où j'ai beaucoup de respect pour le combat de Mme Hanoun, j'ai beaucoup de respect pour le PT, mais qu'elle soit réunie pour un énième mandat, je pense que c'est pas très bon pour la démocratie, pour l'émergence de cadres politiques au niveau du PT. Il y a une crise qui est très importante, une crise organique, une crise organique et politique au sein du FFS et qui traîne depuis très longtemps, qui n'est pas réglée. Il y a une passation démocratique qui va se faire au niveau du RCD, parce que M. Mohsen Belabbès, comme il avait annoncé l'année dernière, qu'il ne briguerait pas un troisième mandat au niveau de la présidence du parti. Au niveau du MDS, évidemment, ils devraient densifier un peu leur organique. L'opposition, dans l'état où elle est, ne peut pas... si vous voulez répondre à cette main tendue, ce n'est pas possible, parce que ces partis politiques ont une certaine cohérence, à l'exception du FFS et du PT, qui sont allés quand même aux élections communales. Et on ne comprenait pas, nous en tant que citoyens lambda, si vous voulez, la cohérence politique après avoir boycotté et rejeté l'élection présidentielle et le référendum et les législatives, peu importe. Par contre, derrière cette réconciliation nationale, parce qu'il ne s'agit pas simplement de la main tendue, qui est ce que les pêcheurs appellent le bromwich. C'est essayer de reconsolider le front interne, d'autant qu'il y a eu la faillite de son conseiller au tissu associatif, qui hélas a terminé son action dans un échec absolu, ce qui a rendu le pouvoir présidentiel, ce qui est censé incarner le pouvoir présidentiel, très fragile. Pour preuve, on ne sait pas quel parti politique soutiennent le président, le FLN, le RND, le parti de M. Benguerina, qui? On ne sait pas si on a affaire à un Premier ministre ou à un chef de gouvernement. C'est toutes ces questions d'un point de vue de forme qui n'ont pas été réglées. Mais derrière la main tendue, M. Benchenouf, et j'ouvre une piste pour mes camarades, c'est quoi? C'est qu'il y a une espèce de réconciliation nationale et d'amnistie. D'amnistie, ça va aller vers là. C'est-à-dire, il y aura peut-être une amnistie fiscale pour tous ceux qui ont déréglementé quant à la fiscalité, les grands chefs d'entreprise privés, etc. Il y aura une amnistie peut-être pour tous les délinquants politiques et économiques du pays, à savoir les deux premiers ministres, une demi-douzaine de ministres et de chefs d'entreprise et d'oligarques, ceux qui ont représenté toute la bourgeoisie comprador. Et je pense que c'est dans cette direction-là que la main tendue va arriver, que la main tendue est arrivée, a été proposée. Dans un départ, quitte à ce qu'il fasse des concessions politiques, comme Karim le soulignait tout à l'heure, les préalables, la libération de tous les détenus, qui est un préalable essentiel, je veux dire. Très bien. Et comme nous allons revenir sur cette... Quand nous allons revenir sur ce que vous venez de susciter comme idée, je donne la parole à Brahim Younsi pour une courte intervention. Et j'aurai une question tout à l'heure pour Brahim Younsi, pour lui demander de nous faire comme à l'habitude, comme à l'accoutumée, une petite explication de texte sur une terminologie en particulier. Mais sinon, Brahim Younsi, d'après vous, d'abord, qui
qui serait à l'origine, puisque nous ne pouvons plus parler de régime dans ce genre d'initiative de façon ramassée, de façon globale, puisque nous connaissons leurs dissensions, leurs petites chamailleries, leurs petites guéguerres. Mais selon vous, qui serait à l'origine de cette initiative qui reste encore très floue, dont on ne sait pas grand-chose? Vous savez, sur certaines choses, ils arrivent et ils savent faire le consensus. Peut-être y a-t-il un consensus sur cette question-là, mais je suis personnellement persuadé que cette initiative est l'œuvre d'abord de la police politique. Cela est pour moi très clair. Et puis de la justice, enfin, de la justice, d'une justice scélérate, tenue par des procureurs et des juges. Vous pensez que la justice scélérats. pourrait, vous pensez, Brahim Younsi, que la justice algérienne pourrait être à l'origine d'une quelconque initiative qui soit? Si elle n'est pas à l'origine, parce que cette justice scélérate, comme je viens de le dire, tenue par des procureurs et des juges scélérats qui appliquent des lois scélérates. Qui appliquent, comme vous le dites si bien, qui appliquent, sans plus. Oui. Ça Oui, ne absolument. représente pas un pouvoir, tout le monde le sait. Non, Brahim Younsi. non, c'est clair, c'est clair. Mais croyez-moi, c'est aussi un bras aujourd'hui, nous le savons que trop, et nous le savions déjà par le passé. Beaucoup d'opposants ont été condamnés et emprisonnés. C'est aussi le bras, j'allais dire, régalien du pouvoir, parce qu'il juge et il condamne et il met en prison. C'est qu'il a un pouvoir délégué, si vous voulez, mais il a un pouvoir quand même. Moi, je dirais qu'il obéit plutôt à l'injonction du politique. Oui, oui, de c'est ce qui clair. est supposé C'est être clair, le politique. c'est clair, Oui. mais il a un pouvoir délégué. C'est clair. La justice a été mise à contribution dans cette affaire, comme elle a été mise à contribution pour d'autres Oui, elle choses. libérera ce qu'on lui demandera de libérer. Elle C'est clair. ne prend aucune Elle met initiative. en prison ceux qu'on lui dit de mettre en Ce prison. qu'on lui demande de mettre en prison. Sinon, ce pouvoir, vous l'avez dit tout à l'heure, et mes deux amis l'ont également dit d'une autre manière, le pouvoir illégitime est en train de nous sortir, et on a vu quelques exemplaires. Tous ces muscadins, ceux qui savent se faire beau et vouloir imiter la cour. Et ce sont ceux-là qui se sont posés dans les fauteuils que leur ont présentés les services de sécurité, les services de renseignement, les services de police. Parce qu'ils ne sont guidés que par ces services-là. Parce que ce sont ces services-là qui les ont créés, ce sont ces services-là qui continuent à leur donner une respiration ou un semblant de respiration. On les sort de la naphtaline quand on en a besoin. Et certains, vous le voyez bien, sont sortis de la naphtaline. Hein, alors, Brahim Younsi, je me permets de vous interrompre parce que nous devons aller un peu vite et nous avons besoin, comme je vous le disais, d'une petite explication de texte sur quelque chose qui est central à ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, le fameux article 87 bis qui permet de qualifier de terroriste n'importe qui dérange, serait-ce pour une simple contestation. Je vais vous lire juste deux alinéas de cet article. Alors, article 87 bis modifié entre parenthèses, est considéré comme acte terroriste ou sabotage, est considéré comme acte terroriste, écoutez bien. Et puis il y a une série d'alinéas, est considéré comme acte terroriste quiconque entrave la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occupe les places publiques par des attroupements. Ça veut dire qu'ils sont allés tellement loin que le fait seulement de manifester sur la place publique, ce n'est pas considéré comme illégal ou n'ayant pas respecté les procédures, non. C'est considéré comme un acte terroriste. Vous imaginez un peu l'excentricité de ce régime et jusqu'où il peut aller. Brahim Younsi, expliquez-nous un peu, mais très vite s'il vous plaît, je sais que ça ne va pas être facile, les tenants et les aboutissants de ce fameux article 87 bis que le régime a introduit, semble-t-il, de façon très illégale dans le code pénal. Effectivement, on ne peut peut-être pas dire illégal,
parce que le chef de l'État ou celui qui fait office de chef de l'État agit par ordonnance. Cela veut dire que le Parlement, je mets des guillemets, n'a pas discuté cet article, cette loi. Cette loi, il faut le dire, qui est contraire au droit et au droit international, parce que, y compris les Nations Unies, que la Commission des droits de l'homme de l'ONU ont dénoncé cet article 87 bis qui condamne, en effet, comme vous dites, comme acte terroriste, le fait seulement, et cela me paraît important, d'œuvrer ou d'inciter le pouvoir, ajoute, par quelque moyen que ce soit, à accéder au pouvoir ou à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels. C'est dire que l'on me pardonne, ce pouvoir illégitime peut réformer le Coran, peut changer le Coran, mais nous n'avons pas le droit de changer la Constitution. Or, beaucoup de partis politiques militent et œuvrent pour changer la Constitution et donner au pays une Constitution démocratique, une Constitution qui émane du pouvoir originaire, c'est le pouvoir, c'est le peuple. C'est dire que ce pouvoir fait que la nation, il est dans la négation de la nation, il est dans la négation de la souveraineté de la nation, tout simplement. Et que la nation ne serait pas le souverain dans ce pays, et il impose par ordonnance un article aussi arbitraire. Nous sommes, et cet article 87 bis est un article qui met en place un système, un régime d'exception. Nous sommes dans l'exception. Aucun gouvernement démocratique ne prévoit ce type d'article, ce type Mais en plus de ce que recherchent les buts chafouins inavoués, en fait c'était juste pour empêcher les manifestations. Ils ont mis actes terroristes, porter atteinte à l'environnement, ils ont mis plein. Mais l'essentiel c'est manifester sur la voie publique. C'est oui, pour ça qu'ils ont... Mais au-delà de ça, vous disiez que ce n'est pas illégal. Mais l'ordonnance, Brahim Younsi, elle est tenue à des conditions. Il ne peut pas légiférer par ordonnance comme il veut. Il faut des conditions bien claires, bien déterminées par la Constitution. Parce que l'Assemblée nationale a été dissoute. Ce qui donnait, j'allais dire... Elle a été dissoute au moment de l'ordonnance, vous êtes sûr? Oui. D'accord, mais par la suite, pourquoi il ne l'a pas soumis alors à l'Assemblée qui a été élue par la suite? Disons qu'il y a, entre guillemets, enfin leur légalité n'est pas légale, si j'ose dire, parce que le système lui-même n'émane pas de la volonté du peuple. C'est dire que ce pouvoir repose sur l'illégalité et l'illégitimité. Il n'est pas légitime pour devenir légal. Il impose. C'est cela les systèmes. Très bien, je me permets de vous interrompre, Brahim Younsi. Oui. Ce que je veux dire, c'est juste sur la question des manifestations de l'espace. C'est encore plus grave parce qu'il remet en cause les partis politiques de l'opposition. Parce que les partis politiques de l'opposition travaillent pour changer le système, changer la Constitution. Ils nient et ils jettent les partis politiques d'un revers de la main, en disant que personne ne peut changer le système par des politiques constitutionnelles. C'est dire que c'est extrêmement grave. Nous sommes, et c'est la qualification, il faut le dire, je n'abuse pas des mots, mais nous sommes dans le fascisme, parce que c'est l'arbitraire le plus absolu. Très bien. Alors, dernier tour de micro, mes chers amis, malheureusement, ça passe vite. Hein. Alors, Karim Naïtou Slimane, pourquoi, à votre avis, et dans quel but réellement? Je vous demanderai de ne pas dépasser les 2 minutes et demie chacun. Certains sont en train, comme vient de le faire Idir,
pour préparer peut-être la libération, l'élargissement des plus de 40 généraux qui sont en prison, des ministres, des premiers ministres, des walis, des secrétaires généraux, des chefs d'entreprise, des milliardaires. D'autres disent que c'est pour préparer probablement un deuxième mandat ou quelque chose dans le genre, ou peut-être préparer l'avènement de présidentielles anticipées, hein, nous dit-on, pour certains. Alors, à votre avis, Karim Naïtou Slimane, mais vraiment très vite, je suis désolé. Je vais essayer d'aller vite. Je pense que l'idée de l'amnistie, d'une préparation d'une amnistie pour les hommes du régime n'est pas à exclure. Et je pense que même elle est pertinente. Mais mon idée est qu'il faut savoir lire la situation actuelle en Algérie dans sa globalité. Moi, dans cette initiative, je vois l'initiative d'un régime faible, en fin de vie, même si la réalité actuellement peut contredire mes propos. Hein, c'est-à-dire quand on voit la répression, quand on voit les familles, les détenus politiques qui souffrent, leurs familles qui souffrent, quand on voit les Algériens en exil qui, depuis 3 ans, n'arrivent plus à rentrer en Algérie et tout ça, et quand on voit la situation économique et toute la misère dans laquelle, malheureusement, patauge le peuple algérien, mais malgré cela, je vois un régime faible qui essaye de passer à l'étape post-Hirak, mais au fond de ces hommes, ils savent très bien que l'étape post-Hirak va être une étape révolutionnaire, même peut-être révolutionnaire avec une certaine violence dans la rue. Ça, il faut le savoir. Il y a un soulèvement qui se prépare. Les Algériens n'accepteront pas ça durablement. On peut duper le peuple pendant une petite période. On peut le contrôler par la peur et le terrorisme institutionnel, parce que les institutions, comme la justice actuellement en Algérie, est utilisée pour terroriser, pour faire peur aux Algériens. L'article 87 bis, son but c'est de terroriser les Algériens et de les empêcher d'exercer leur citoyenneté. Mais ça ne durera pas. Et les hommes du régime le savent très bien. C'est pour ça qu'ils veulent finir avec cette idée de l'opposition radicale et de la nécessité, et moi je dirais même de la fatalité, de changer ce système. Alors, le régime est faible, le peuple est fort. Il faut que les Algériens comprennent maintenant qu'il n'y a pas de politique sans rapport de force. Une fois que le peuple sortira dans la rue, les vrais opposants, les opposants radicaux qui pensent réellement, qui défendent la cause du peuple, maintenant les Algériens les connaissent. Et le peuple reviendra et la révolution reprendra, parce que même si le Hirak, même si les manifestations, les marches, tous les événements du Hirak sont actuellement en arrêt, mais moi je le vois comme un arrêt, comme le recul de celui qui recule pour prendre de l'élan pour mieux sauter. Parce que l'avenir de l'Algérie ne pourra être, l'Algérie ne pourra pas exister dans le futur avec le régime de la mafia politique. Très bien, Karim, je me permets de vous interrompre. Pardon. Merci. Et Dirounoran. Oui, alors par rapport au 87 bis, il me semble que c'est une ordonnance qui a été donc rédigée et promulguée. Généralement, elle se fait entre 2 séances du Parlement. Par contre, il ne me semble pas avoir été informé ou avoir lu que cette ordonnance et son décret d'application soient passés pour un débat à l'Assemblée nationale, ce qui la rendrait évidemment inopérante et caduque. Ça, c'est en termes constitutionnels. Cependant, ce que je voulais dire par rapport à l'idée même que développait Karim en disant que le pouvoir est scellé, nous sommes d'accord, que le pouvoir n'arrive plus à remettre le pays en dynamique, que ce soit d'un point de vue économique, que d'un point de vue social, où il n'y a pas de très grosses décisions sociales, à part l'exonération de l'IRG pour les moins de 30 000 dinars et cette donc pension qu'on donne aux chômeurs, aux jeunes chômeurs jusqu'à 40 ans ou 35 ans, je ne sais plus. Il n'y a rien qui a été fait. Nous sommes un peuple en panne. Quand Karim dit le Hirak va reprendre ses marches, ses reculs, etc., oui, on souhaite très bien, mais ça ne suffira plus. Pour la bonne et unique raison, c'est que le Hirak que beaucoup d'entre nous ont qualifié d'idée, les idées ne meurent jamais, c'est très bien, c'est bien dit, ça ne mange pas de pain, mais le Hirak, je pense, va devenir une conscience, et c'est déjà une conscience de tous les instants, face à la gabegie, face à une justice
qui violent les libertés tous les jours, face à des magistrats, et tous magistrats confondus, qui sont dans l'indignité en appliquant, entre autres, le 87 bis. Et c'est pour ça que moi je suis intimement convaincu que cette réconciliation proposée, cette main tendue, va nous amener progressivement, évidemment, hein, en fonction des réponses, en fonction du pouls que la société, les partis politiques et les institutions vont réagir, vers une espèce d'amnistie générale. Regardez ce qui s'est passé avec la concorde, la réconciliation, etc., etc. Donc je pense que c'est encore les mêmes méthodes avec les mêmes hommes pratiquement, ou leurs succédanés, ou leurs pâles copies, ou des copies efficientes, j'en sais rien. Et donc voilà, moi je suis intimement convaincu que nous sommes à l'aube de beaucoup de changements. Juste pour terminer, M. Benchenouf, comme dans l'article 87 bis, qui pour moi signe l'extinction de la vie publique, politique, associative, de manifestation, etc., etc., ce qu'il y a lieu de dire aussi, indépendamment du fait qu'elle soit complètement liberticide, c'est qu'elle muselle le pays. N'oubliez pas une chose, c'est qu'avant le 22 février 2019, les 3 ou 4 dernières années précédant le 2019, enfin la sortie du Hirak, il y avait entre 12 000 et 15 000 émeutes par jour, par an en Algérie. Oui, en effet. Isolées, non coordonnées, qui n'étaient pas forcément porteuses de contestation politique. Comme l'a dit Karim, tous les citoyens algériens ont pris de liberté. Très bien. Alors, Brahim Younsi, vous avez le mot de la fin. Alors, selon vous, en 2 minutes à peu près, alors c'est quoi? Quel est cet objectif inavoué? Élargissement général de la Issaba, comme ils disent, préparation d'un 2e mandat, ou peut-être, comme suggèrent certains, préparation de l'interruption du mandat actuel pour permettre de changer en cours de route de chef d'État. Alors, Brahim Younsi. Tout est dans tout. Tout est en tout, tout est possible, tout est possible. Personnellement, je ne suis pas dans le secret des dieux et l'analyse est difficile à faire sur ce point. Et si vous me permettez, je veux revenir juste à la question de la Constitution. Mais vous allez avoir 2 minutes, Brahim Younsi. Oui, c'est important. Nous avons dépassé largement le temps de l'émission. Oui, c'est dans le même axe d'idées. C'est qu'il y a un constitutionnaliste français, Guy Carcassonne, qui dit qu'une constitution peut faire le malheur d'une nation. Et une bonne constitution ne peut pas toujours faire son bonheur. C'est dire que nous avons une très mauvaise constitution qui continue de faire le malheur du peuple algérien. La question, à mon avis, si vous me permettez, je vais juste lire ce mot de Jean-François Kahn, qu'il avait écrit en 1964, dans le journal Le Monde, alors qu'il était correspondant à Alger. Et il parlait de l'opposition. L'opposition en Algérie, disait-il, c'est un climat. Et nous sentons aujourd'hui ce climat. Elle se mesure beaucoup moins à quelques manifestations précises qu'à une certaine baisse d'enthousiasme et à un certain scepticisme. Mais aujourd'hui, en vérité, le peuple algérien n'est pas dans le doute, n'est pas dans le scepticisme, il est dans la résistance. Merci. Merci Brahim Younsi, merci Diroun Noren, merci Karim Naïtou Slimane. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Pardon à la régie d'avoir dépassé le temps imparti à cette émission. Bravo la khair, slama.